Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, dont quels sont les principaux faits. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh préside la 20e séance du Conseil des ministres. En Syrie, un exode massif de la population civile est observé dans la grande ville d'Alep. C'était le sommaire et merci de nous suivre sur Télé Djibouti. Sous la présidence du chef de l'État, chef des gouvernements, s'est tenue ce matin la 21e séance du Conseil des ministres où 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Le ministre délégué chargé du logement a fait tout d'abord une présentation sur tous les investissements publics mobilisés pour construire des logements sociaux et aménager les réseaux routiers d'électrification, de conduite d'eau, de télécommunications et autres voiries ou d'assainissement. Près de 18 milliards de nos francs ont été donc investis pour ce faire afin de construire 3100 logements. L'acquisition de titres fonciers a également été donc facilitée. Écoutons les détails avec le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 20e séance du Conseil des ministres en ce mardi 29 novembre 2016. Étaient inscrites à l'ordre du jour 4 questions. La première question est relative à une communication faite par la ministre déléguée chargée du logement. La ministre déléguée a présenté au Conseil les différents programmes de logement en cours de réalisation ou à engager, conduits actuellement par le ministère. Au total, les investissements publics mobilisés par ces différentes opérations sont d'environ 18 milliards de francs Djibouti pour la réalisation de 3101 logements, y compris les aménagements et réseaux liés. Il faut souligner que bien que l'enveloppe disponibilisée soit conséquente, cela reste insuffisant au regard des investissements nécessaires. Il faudra, pour commencer, à inverser de manière significative la tendance, tripler ou quadrupler l'enveloppe financière actuelle. Programme de reconstruction des logements incendiés, ce programme-là a permis à ce jour d'accompagner plus de 400 ménages. La procédure de cession amiable a pu, par ailleurs, faire régulariser 7730 ménages, soit environ 36% des titres fonciers définitifs délivrés sur l'ensemble du territoire national. Le programme de la Fondation Ismaël Omar Guelleh, droit à un logement, cette initiative personnelle du chef de l'État tend à faire de l'accès à un logement décent pour chaque famille djiboutienne un droit à part entière. Elle a pour objectif de permettre aux ménages vulnérables d'avoir des conditions de vie dignes. Les ménages concernés par cette initiative du chef de l'État sont celles à très faible revenu ayant des capacités d'investissement insuffisantes et qui doivent bénéficier de subventions. Les critères de sélection des populations bénéficiaires à besoins spécifiques sont clairement définis. Ce programme présidentiel se propose de réaliser une première phase de 2000 logements de type F1, parcelle de 96 mètres carrés, composée d'une chambre, une cuisine et un WC à hauteur de 1 400 000 francs Djibouti. L'initiative pour une première phase de 400 logements a été lancée le 3 octobre 2016. Il y a également à côté de cela le programme de viabilisation de terrain en perspective qui est de 730 hectares avec les chefs-lieux également des régions y compris. Ensuite, le gouvernement dispose d'un programme zéro bidonville qui vise lui à résorber l'habitat insalubre. Balbala, les anciens quartiers en périphérie du centre-ville. Il y a aussi les poches d'habitat précaires qui, elles, ont besoin d'une transformation radicale. Et bien donc le second point traité a porté sur l'octroi d'une parcelle de terrain à Dikil à la société Okar Food and Beverage qui construira donc sur 2 hectares une usine d'embouteillage d'eau minérale. Le diplôme de secrétaire médical ou secrétaire médical social a été en outre validé. Enfin, M. Mohamed Issé Faraj a été nommé conseiller technique du ministre délégué chargé de la décentralisation. Réécoutons le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf.
La deuxième question concerne un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain au profit de la société Okar Food and Beverage Industry. Cette parcelle de 2 hectares, située 6 dans la région de Dikil, secteur Sherman Beitou, est destinée à l'implantation d'une usine d'embouteillage d'eau minérale. La troisième question est relative à un projet d'arrêté relatif au diplôme de secrétaire médical et médico-social et fixant ses modalités de délivrance. Ce diplôme sera mis en place au sein de l'Institut supérieur des sciences de la santé. Notre système de santé a beaucoup évolué et doit s'adapter aux nouveaux rapports entre les professionnels de santé et patients. Et dans cet esprit, la secrétaire médicale occupe le rôle d'intermédiaire entre les patients et les médecins. Son rôle consiste à traiter et coordonner les opérations et informations médico-administratives du patient, gérer les rendez-vous et les plannings des médecins. Cette formation de secrétaire médical intégrera un enseignement théorique et pratique. La quatrième question concerne un projet de décret portant nomination de M. Mohamed Isse Faraj en qualité de conseiller technique auprès du ministre délégué chargé de la décentralisation. M. Mohamed Isse Faraj est titulaire d'une maîtrise en AES et il pourra certainement apporter ses compétences et son expérience à ce nouveau ministère de la décentralisation. En fin de séance, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a fait rapport au Conseil de la participation du président de la République au 16e sommet de la francophonie tenu à Madagascar les 26 et 27 novembre 2016. Le ministre de la Défense a pour sa part fait un compte-rendu au Conseil de la visite à Djibouti du vice-président de la Commission militaire centrale de la République populaire de Chine, visite qui s'est déroulée entre les 23 et 24 novembre 2016. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur la 20e séance du Conseil des ministres où 4 points étaient donc inscrits à l'ordre du jour, c'était ce matin. A dit qu'il, le ministère de la Santé à travers l'Institut national de santé publique a procédé vendredi dernier 25 novembre à des opérations de pulvérisation spatiale d'insecticides dans la région de Dikil. À cet effet, ces équipes ont mené des campagnes de pulvérisation aussi bien dans le chef-lieu du district de Dikil mais aussi sur les différentes sous-préfectures de la région, Ayoboki, Asseila et Mouloud. Le but de ces opérations étant de réduire la prolifération des insectes liés à la saison fraîche et plus particulièrement les moustiques. Les moustiques et les mouches sont des vecteurs qui transmettent certaines maladies, on le sait bien dans les affections diarrhéiques et le paludisme. Le ministre de la Santé, Dr Jama El-Mioukiye, a voulu à travers ces différentes actions prévenir les maladies et de rapprocher le service hygiène des populations, même celles vivant dans les régions les plus reculées du pays. Écoutons à présent ces quelques réactions sur cette initiative. Qui a commencé hier et aujourd'hui précisément dans la localité de Gorabous. Donc je tiens à rappeler aussi que cette initiative rentre dans le cadre d'élimination des vecteurs de maladies telles que les mouches et les moustiques. Est-ce que cette initiative n'aurait pas dû bien se dérouler sans l'accord clair et fort et sans l'appui du ministre de la Santé, à savoir le Dr Jama El-Mioukiye, qui n'a pas ménagé son effort pour le bon déroulement de ses activités. Merci. Autre action prévue à Dikil, la ville de l'Unité, sous l'impulsion du ministère de la Santé, le centre médical de Dikil va lancer demain et après-demain des consultations en médecine générale, en ophtalmologie, en ORL, en pédiatrie, en soins dentaires et en gynécologie pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Tous ceux et toutes celles qui veulent bénéficier de ces consultations peuvent se présenter au centre médical et hospitalier de Dikil pour bénéficier d'une consultation médicale lors du passage de la caravane médicale dans la région de l'Unité. Le ministère de la Santé demande à la population de la région d'être munie de la carte d'assurance maladie ou la carte d'identité nationale. Le ministère de la Santé se soucie d'apporter donc des soins de qualité à la population, mais également à mieux sur les questions
questions d'hygiène et de santé. Parallèlement, le ministère de la Santé procédera au jeudi 1er décembre à la remise au centre hospitalier de Tikil d'un important lot d'équipements et de médicaments. Éducation cette fois avec cet atelier de formation de 3 jours pour les enseignants qui s'est clôturé cette semaine à Bandar Djedid. Ce séminaire organisé par l'ADEP, l'association djiboutienne de l'enseignement privé, était animé par 2 experts de l'association Méditerranée sans handicap. Cet atelier a vu la participation d'une 50aine d'enseignants des écoles privées de la République. Il complète ainsi 3 autres formations dispensées durant l'année, à porter donc sur les différents jeux qui contribuent à l'épanouissement des enfants à besoins spécifiques en classe. Cette formation a aussi mis l'accent sur l'importance des jeux dans l'apprentissage des enfants à besoins spécifiques. Au cours de ces journées de formation, les participants, par des jeux de rôle et des travaux de groupe, ont exploré avec les experts formateurs les meilleures réponses pour la prise en charge en classe des enfants à besoins spécifiques dans les apprentissages. Les participants ont passé en revue les notions générales, le développement de l'enfant, la détection des dysfonctionnements chez l'enfant et les réponses adéquates pour dispenser chez ce public scolaire des apprentissages y arrivent adaptés. Et bien donc, lors de la clôture de cet atelier, les responsables de l'association se sont dit satisfaits du bon déroulement de cet atelier. De son côté, le directeur de l'enseignement privé du MENFOP, Mohamed Yassine, a évoqué l'importance de la prise en charge des enfants à besoins spécifiques et a félicité les participants pour leur participation massive et studieuse. Je propose de le suivre. La formation m'a appris beaucoup de choses. Je savais d'autres, mais elle m'a encore augmenté d'autres expériences que j'ai beaucoup aimées, à savoir le jeu, à savoir aussi une chose très importante qui était que la musique. Ce qui nous manquait vraiment, c'est que la musique nous permet de trouver un très bon rythme. Est-ce que les enfants suivent un très joli rythme? Je vous remercie davantage. Donc, dans cet atelier de formation sur la prise en charge des enfants à besoins éducatifs spéciaux, donc l'éducation inclusive, nous avons eu l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences et connaissances, le temps, l'attention et l'intérêt que les experts ont bien voulu témoigner nous ont donné envie de persévérer dans cet atelier de formation. Je suis très heureux d'avoir participé à cette course. Les enseignants ont très bien participé. Ils ont eu la possibilité de jouer, de réfléchir sur l'importance des jeux avec les enfants avec un handicap. Je pense qu'ils ont eu la possibilité d'apprendre comment faire pour jouer avec un enfant avec un handicap, et ils ont eu la possibilité aussi de réfléchir sur leurs modalités et sur leur professionnalité. C'est l'heure de l'appel à la prière à la As. Je propose donc de le suivre. Actualité internationale à présent avec la Syrie, exode sans précédent à Alep. En 24 heures, écoutez ce chiffre, près de 10 000 civils ont quitté les quartiers rebelles d'Alep, bombardés selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. C'est selon l'ONG le premier exode de ce type depuis 4 ans, provoqué par le déplacement des lignes de front au cours des derniers jours. D'après le parti kurde syrien, 8 000 civils se sont réfugiés dans l'enclave de Sheikh Maksoud, un quartier repris durant le week-end par les forces kurdes accusées par les rebelles de coopérer avec l'armée gouvernementale. Les autres habitants auraient rejoint les zones contrôlées par le régime de Bachar al-Assad. L'opposition syrienne assure enfin que les familles ont fui vers le sud-est d'Alep, toujours aux mains des insurgés. Les factions rebelles, modérées et djihadistes ont perdu ces derniers jours un tiers des territoires qu'elles occupaient. Ces derniers jours, plus de 2000 civils ont été tués dans les bombardements des aviations syriennes et russes. En Irak, la bataille de Mossoul est toujours en cours. L'armée irakienne affirme avoir abattu 1 millier de djihadistes, mais la bataille pour reprendre Mossoul est loin d'être gagnée. 6 semaines après le début de l'offensive, Bagdad a repris toutes les plaines de la province de Ninive au nord de la ville, conquise par l'État islamique en 2014. À l'est, les milices chiites alliées de l'armée ont pris le contrôle de 3 localités près du front de Tal Afar. Un
exercice des plus laborieux. Les soldats irakiens doivent ratisser chaque parcelle pour en extraire les tireurs embusqués en évitant les kamikazes et les voitures piégées dissimulées au milieu des civils. Sans oublier les mines disséminées systématiquement par les extrémistes de l'État islamique. Aux États-Unis, un suspect abattu sur un campus de l'Ohio, au moins 8 blessés. L'auteur d'une attaque lundi sur un campus de l'université de l'Ohio à Columbus, au nord des États-Unis, a été abattu par la police et il a été donc identifié par les autorités comme étant Abdulrazak Ali Artan, un étudiant de l'université. Nous pouvons vous dire que le suspect est un étudiant de l'université, a déclaré le chef de la police de l'université Greg Stone lors d'une conférence de presse. L'assaillant, qui selon les médias américains était d'origine somalienne, a blessé 11 personnes avec une voiture et un couteau de boucher avant d'être abattu par un policier. Les autorités n'ont pas confirmé son origine et ont ajouté donc qu'elles n'avaient pour le moment pas d'informations sur les motivations du jeune homme âgé d'une vingtaine d'années. Le chef de la police de Columbus, Kim Jacob, avait auparavant donc indiqué qu'aucune piste n'était écarté. Voilà donc l'essentiel de ce 15h. Merci. Pratiquement 11h25 sur Télé Djibouti. Samatar Saïd nous a rejoint sur ce plateau pour les minutes du focus. Bonjour Samatar. Bonjour Ali. Donc nous allons essayer de décortiquer l'actualité internationale avec cette nouveauté. Donc la Chine offre 1,2 million de dollars en soutien à la mission. En fait, 1,2 million de dollars en soutien à la MISOM a été offert. Pour dire clairement, qu'est-ce qu'est la MISOM? La MISOM, c'est l'Union africaine en Somalie. La Chine, aux côtés de la MISOM, l'ambassadeur Smail Shelgey, commissaire pour la paix et la sécurité de l'Union africaine, a annoncé lundi que la Chine a fait don de 1,2 million de dollars à la MISOM pour soutenir ses efforts de paix en Somalie. On sait que depuis quelques années, la Chine a expérimenté une volonté manifeste d'accompagner la Somalie, malmenée il y a des années par des conflits armés, aujourd'hui par la montée de l'extrémisme dans sa reconstruction nationale. Lors du forum sur la coopération sino-africaine, la FCCA à Johannesburg en 2015, le président chinois Xi Jinping avait réitéré cette promesse, annonçant plus d'aide sur le plan sécuritaire en renforçant les capacités nationales de défense et en appuyant la MISOM dans l'Union africaine en Somalie. L'administration du président somalien Hassan Sheikh Mohamud est actuellement sur plusieurs fronts. En plus des besoins essentiels de la population à satisfaire, le gouvernement doit faire face à la menace constante des islamistes radicaux Al-Shabaab qui ont fait déjà un attentat, qui multiplie les attaques dans plusieurs villes du pays, dans la capitale Mogadiscio. À cela s'ajoute la lutte contre l'État islamique qui s'empare, il y a un mois de cela, de la ville portuaire de Kandahar plutôt. Ce lundi, les forces gouvernementales, aident des miliciens et des combattants, ont lancé une offensive sur la ville pour déloger les éléments de l'État islamique. Et autre donc sujet de l'actualité internationale avec ces 3 nouvelles études qui détaillent donc les effets du changement climatique. En fait, 3 études publiées ces derniers jours confirment une évolution inquiétante pour la planète bleue. L'Institut pour l'environnement Stockholm a publié une évaluation globale des écosystèmes dans l'article qui montre des signes de changement climatique dans toute la région. L'article est beaucoup plus relié au reste de la planète et que les autres parties du monde, donc le gaz à effet de serre que nous émettons à les changements climatiques induits, nous allons en subir les conséquences, a expliqué le chercheur Marcus Carson. Par ailleurs, en Antarctique, cette fois, un iceberg qui s'est détaché en 2015 s'est relevé être fondu jusqu'à une profondeur de 30 km en dessous de la calotte glaciaire. C'est la première fois qu'un phénomène de cette ampleur est relevé par les lettres des chercheurs géophysiques. Enfin, une autre étude met en avant les dégâts provoqués par la hausse de température sur la grande barrière corollaire en Australie. Les 2 tiers coraux sont morts dans la partie la plus nord et de ces récifs, alors que le centre de la barrière semble davantage préservé. Et donc nous terminons avec cet article. Merci Samatar pour ces précisions. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.